Imaginez un instant une reine qui règne sur l'Angleterre pendant 45 ans, une souveraine adulée pour sa beauté, son intelligence et son autorité, mais dont la vie privée est un véritable labyrinthe de secrets et de passions interdites. À sa mort, ses conseillers découvrent une lettre cachée dans ses affaires personnelles. Une lettre dont le contenu glacera leur sang et pourrait bien révéler ce qu'elle a toujours caché. Un amour interdit, une trahison fatale, ou même le sombre prix de la beauté qu'elle chérissait. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie fascinante et les mystères de la reine Élisabeth Ier, de son enfance tragique aux amours qui ont défié la couronne, en passant par les secrets de son règne légendaire. Alors, quel secret cette lettre renfermait-elle vraiment ? Et pourquoi Élisabeth a-t-elle choisi de rester seule, malgré tous les hommes qui l'ont aimée ? Préparez-vous à plonger dans l'histoire comme vous ne l'avez jamais vue. Après la mort de Élisabeth Ier d'Angleterre, un silence lourd s'abattit sur le palais. Ses plus proches conseillers, encore sous le choc de la disparition de celle qui avait régné d'une main de fer pendant des décennies, commencèrent à examiner ses effets personnels. Coffres, bijoux, parchemins scellés. Chaque objet semblait renfermer un fragment d'histoire. Puis, parmi ces souvenirs soigneusement conservés, ils découvrirent une lettre. Une simple lettre, mais en la dépliant, leur sang se glaça. À mesure que leurs yeux parcouraient les lignes, un frisson parcourait la pièce. Le contenu était si troublant, si inattendu, qu'aucun d'eux ne parvenait à parler. Que contenait donc ce message pour provoquer une telle stupeur ? Avait-il un lien avec la mort soudaine de la reine ? Ou révélait-il une vérité bien plus sombre, un secret capable d'ébranler tout le royaume ? Pour comprendre, il faut remonter le temps, revenir au commencement. Élisabeth naît en 1533 dans une Angleterre en pleine tempête politique et religieuse. Dès son premier souffle, elle est déjà au cœur du plus grand scandale de son époque. Sa mère n'est autre que Anne Boleyn, la femme dont on disait qu'elle avait ensorcelé Henri VIII. Par amour, ou par obsession, le roi avait répudié sa première épouse, Catherine d'Aragon, déclenchant un séisme politique sans précédent. Ce divorce scandalisa l'Europe entière. Il provoqua même la rupture avec Rome et donna naissance à un bouleversement historique, la Réforme anglaise. Mais ce n'était que le début des drames. Une enfance brisée. Peu d'enfants peuvent dire que leur propre père ait ordonné l'exécution de leur mère. Élisabeth, elle, en fut la victime silencieuse. Lorsque Anne Boleyn perdit la faveur du roi, son destin fut scellé. Henri VIII, obsédé par l'idée d'obtenir un héritier mâle pour assurer la continuité de la dynastie, ne toléra plus aucun obstacle. Le 19 mai 1536, la reine fut décapitée, sans pitié, sans appel. Élisabeth n'avait que 2 ans, trop jeune pour comprendre, mais pas trop jeune pour porter toute sa vie la marque de cette tragédie. Et comme si la couronne ne laissait jamais le temps au deuil, à peine 11 jours plus tard, le roi avait déjà une nouvelle épouse. Jane Seymour entra au palais. 1 an après, elle donna naissance au précieux héritier, Édouard VI. Le précieux héritier, le garçon pour lequel tant de sang avait été versé. Ainsi, grandit Élisabeth, au milieu des complots, des trahisons, des exécutions. La cour d'Angleterre n'était pas un foyer, c'était un champ de bataille politique. Chaque sourire cachait une menace, chaque alliance pouvait devenir un piège. Très tôt, elle comprit qu'un faux pas pouvait lui coûter la vie. Mais ce n'était pas la seule pression. Des années plus tard, lorsqu'elle deviendrait reine à son tour, un autre combat l'attendait. Non seulement elle devait se montrer forte, autoritaire, presque inébranlable dans un monde dominé par les hommes, mais elle devait aussi correspondre aux standards de beauté impitoyables de son époque. Car pour régner, il ne suffisait pas d'être intelligente. Il fallait paraître parfaite. Et derrière le maquillage, les robes somptueuses et les sourires officiels, se cachait une femme marquée par une tragédie de son enfance. Une femme qui portait des secrets. Des secrets peut-être assez puissants pour expliquer cette mystérieuse lettre retrouvée après sa mort. Au XVIe siècle, l'apparence n'était pas un simple détail esthétique. À la cour d'Angleterre, elle était politique. Chez la noblesse anglaise, et encore plus chez les femmes de l'aristocratie, l'idéal de beauté reposait sur un standard presque irréel. Un teint d'une blancheur absolue. Une peau pâle, lisse, immaculée, comme taillée dans la porcelaine. Cette carnation, presque translucide, n'était pas seulement jugée élégante, elle était un symbole. Un signe visible de richesse, de pureté, de rang élevé. Une preuve que l'on ne travaillait pas au champ, que le soleil ne marquait pas la peau. En somme, la pâleur incarnait la noblesse elle-même.
Et pour une souveraine comme Élisabeth Ier, l'image publique n'était pas une question de coquetterie. C'était une arme, une manière d'asseoir son autorité, une façade destinée à inspirer respect et fascination. Mais le destin allait brutalement briser cette perfection soigneusement entretenue. En 1562, la reine tomba gravement malade. Le diagnostic fit frémir la cour entière. La variole. À cette époque, cette infection était redoutée comme une condamnation. Beaucoup n'y survivaient pas, et même lorsque la mort épargnait ses victimes, elle laissait derrière elle des traces indélébiles. Élisabeth survécut, mais le prix fut terrible. Son visage, autrefois admiré pour sa finesse, se retrouva marqué de cicatrices profondes. Sa peau devint irrégulière, creusée, abîmée. Pire encore, elle perdit une grande partie de ses cheveux. Pour n'importe qui, ça aurait été une épreuve. Pour une reine, dont le pouvoir reposait aussi sur l'image de force, de jeunesse et de perfection, c'était une catastrophe. Car à cette époque, un monarque devait paraître presque surhumain. Faillir psychiquement, c'était montrer une faiblesse politique. Et une faiblesse à la cour des Tudors pouvait coûter la couronne. Alors, Élisabeth choisit de transformer son visage en masque. Pour dissimuler les stigmates de la maladie et conserver l'illusion d'une jeunesse éternelle, elle commença à appliquer d'épaisses couches de maquillage. Pas une simple poudre légère, non, une véritable carapace cosmétique. Jour après jour, elle recouvrait sa peau d'une matière dense, presque théâtrale, destinée à effacer cicatrices, marques et rides. De loin, l'effet était saisissant. Son visage paraissait lisse, figé, irréel, presque spectral, comme une poupée de porcelaine. Mais derrière cette blancheur parfaite se cachait une réalité bien plus inquiétante, car ce remède esthétique était peut-être un poison. Le produit favori de la reine portait un nom élégant, le Cérus de Venise, un cosmétique luxueux en apparence, très prisé par les élites européennes. Pourtant, sa composition n'était pas loin d'être raffinée. Elle contenait principalement du plomb blanc mélangé à du vinaigre, un mélange corrosif, dangereux, toxique. Son utilisation était simple. On étalait une couche épaisse sur le visage et le col jusqu'à recouvrir chaque imperfection. Le résultat était spectaculaire. Les cicatrices disparaissaient sous une surface uniforme. La peau devenait blanche, presque artificielle, comme si elle avait été repeinte. Mais cette transformation avait un coût. Le plomb pénétrait lentement l'organisme. Il fragilisait la peau, provoquait des irritations, des chutes de cheveux supplémentaires, et pouvait même empoisonner progressivement le corps. Certains témoignages évoquent aussi une odeur étrange, âcre, remalant du voie tourné ou du vinaigre rance, un parfum loin du raffinement royal. Ironiquement, en cherchant à préserver son image et son autorité, Élisabeth s'exposait peut-être chaque jour à une lente intoxication, comme si la couronne elle-même exigeait un sacrifice. Et derrière ce masque immaculé, presque fantomatique, se cachait peut-être la vérité la plus tragique de son règne. Pour paraître éternelle, elle se détruisait peu à peu. Mais le danger ne se limitait pas au simple plomb blanc. Ce n'était que la surface du problème. Car pour préserver cette image presque surnaturelle, Élisabeth Ier avait recours à d'autres substances tout aussi inquiétantes, voire pires. Des archives et témoignages de l'époque indiquent qu'elle utilisait également des préparations contenant du mercure. Oui, du mercure, un métal que nous savons aujourd'hui extrêmement toxique. Certaines sources laissent entendre qu'elle l'appliquait directement sur ses lèvres, probablement pour raviver leur couleur ou leur donner un éclat plus vif. Et plus troublant encore, il est très probable qu'elle utilisait aussi des lotions démaquillantes enrichies en mercure. Des produits censés nettoyer la peau, mais capables en réalité de l'attaquer chimiquement. À long terme, ces solutions pouvaient littéralement brûler les tissus. Comme si chaque soir, en retirant son maquillage, elle arrachait un peu plus que les artifices. Comme si la chair elle-même se détériorait. À l'époque, personne ne comprenait réellement le danger. Mais avec nos connaissances modernes, le constat est impellable. Le plomb et le mercure appartiennent à la catégorie des métaux lourds, parmi les substances les plus nocives pour le corps humain. Leur toxicité est redoutable, et surtout cumulative. Cela signifie que le poison ne disparaît pas. Il s'accumule, jour après jour, année après année, jusqu'à atteindre un point critique. Une exposition prolongée au plomb peut provoquer la chute de cheveux, l'altération de la peau, des douleurs chroniques, des troubles internes graves, et dans les cas extrêmes, une intoxication mortelle. Le mercure, lui, s'attaque au système nerveux. Il endommage les organes, perturbe les fonctions rénales, affaiblit progressivement l'ensemble du corps. Un véritable sabotage silencieux, invisible, inexorable. Des décennies d'empoisonnement discret. Le plus inquiétant, c'est la durée.
La reine n'a pas utilisé ces produits quelques semaines, ni quelques mois, mais des années, toute sa vie d'adulte, ou presque. Et plus elle avançait d'âge, plus la pression de paraître jeune se faisait intense, plus les couches de maquillage devenaient épaisses, plus les applications se multipliaient. Cherchant à masquer les marques du temps, elle augmentait peut-être sans le savoir les doses de poison absorbées par son propre organisme. Chaque retouche destinée à préserver son autorité fragilisait un peu plus sa santé. Peu à peu, son corps aurait pu devenir un réservoir toxique, comme si le remède s'était transformé en malédiction. Alors une question dérangeante s'impose. Et si son plus grand secret de beauté était aussi ce qui la tuait à petit feu? Si ce masque immaculé, admiré par tout un royaume, cachait en réalité une lente autodestruction quotidienne? Bien sûr, ces cosmétiques mortels sont une hypothèse parmi d'autres. L'histoire ne fournit pas de réponse définitive. D'autres théories évoquent des maladies tout aussi redoutables. Certains historiens parlent d'un possible cancer. D'autres soupçonnent une infection pulmonaire sévère, comme une pneumonie. Des affections fréquentes à l'époque, souvent fatales, en l'absence de traitements efficaces. La vérité, elle, s'est perdue avec le temps. Mais une chose demeure certaine. Derrière l'image éclatante de la souveraine, derrière la porcelaine parfaite et les portraits officiels, se cachait une femme dont le corps menait une bataille silencieuse. Une bataille que même une reine ne pouvait pas toujours gagner. Avec le temps, même les reines finissent par vaciller. À l'automne 1602, la santé de Élisabeth Ier commença à se détériorer de façon évidente. Ce n'était plus la femme énergique et imposante qui dominait autrefois la cour. Son corps s'affaiblissait, ses pas devenaient plus lents, et elle se retirait de plus en plus du monde. Là où elle animait autrefois les salles du palais, elle préférait désormais la solitude et le silence. Une ombre semblait l'accompagner partout. Elle sombra progressivement dans une profonde mélancolie, une tristesse lourde qui ne la quittait plus. Car le temps lui arrachait, un à un, ceux qu'elle aimait. Ses amis de toujours disparaissaient, ses proches mouraient. Chaque disparition creusait davantage son isolement. La perte de Catherine Carey, en février 1603, la frappa particulièrement. Cette confidente fidèle faisait partie des rares personnes en qui la reine avait une confiance absolue. Mais un autre nom la hantait plus que tous les autres, un nom qu'elle ne pouvait ni oublier ni pardonner. Robert d'Evreux, deuxième comte d'Essex. Autrefois, il avait été son favori, son protégé, peut-être même son grand amour. Il était jeune, charismatique, audacieux, tout ce qu'elle n'était plus. Entre eux, le lien dépassait la simple politique, mais l'histoire prit un tournant tragique. Accusé de trahison après une rébellion ratée, Essex fut condamné. Et c'est Élisabeth elle-même qui signa l'ordre de son exécution. Un choix dicté par la raison d'État, mais qui lui brisa le cœur. Des courtisans rapportèrent qu'elle aimait rester assise dans l'obscurité, seule, parfois en larmes, évoquant son souvenir. Comme si le poids de cette décision ne l'avait jamais quittée. Comme si, en condamnant l'homme qu'elle aimait, elle s'était condamnée elle-même. Le remords, la solitude et le deuil s'entremêlaient, et cette douleur intérieure rongeait autant son esprit que son corps. Dans ces derniers mois, son état empirait visiblement. Pourtant, fidèle à son tempérament inflexible, elle refusa catégoriquement toute aide médicale. Elle ne laissait pas les médecins l'examiner. Peut-être craignait-elle d'entendre un diagnostic fatal, ou peut-être son orgueil lui interdisait-il simplement d'admettre qu'elle pouvait faiblir. Car pour Élisabeth, montrer une faiblesse, c'était perdre le contrôle. Et une reine ne perd jamais le contrôle, même face à la mort. Un détail troublant marque ces derniers jours. Elle refusait de s'allonger. Elle était convaincue que si elle se couchait, elle ne se relèverait jamais. Alors elle restait debout, des heures durant, parfois jusqu'à 15 heures d'affilée. Ses dames de compagnie disposaient des coussins autour d'elle, redoutant qu'elle ne s'effondre à tout instant. L'image est saisissante, la souveraine la plus puissante d'Angleterre, vieillissante, épuisée, tenant debout par pure volonté, comme si elle défiait la mort elle-même. Finalement, le 24 mars 1603, au palais de Richmond, la reine rendit son dernier souffle. Elle avait 69 ans.
Ainsi s'acheva l'un des règnes les plus marquants de l'histoire anglaise. Une ère de prospérité, de puissance maritime, d'éclat culturel. Mais derrière cette grandeur se cachait une femme profondément seule. Pour comprendre ce paradoxe, il faut s'intéresser à un autre mystère, celui de son cœur. Partout dans le monde, Élisabeth est restée célèbre sous un surnom singulier, la Reine Vierge, un titre presque mythique. Contrairement aux usages diplomatiques de son temps, elle refusa systématiquement toutes les propositions de mariage. Princes étrangers, nobles européens, alliances stratégiques, elle déclina tout. À la place, elle répétait la même phrase. Elle était déjà mariée. Mariée à son royaume. L'Angleterre était son unique époux. Son seul amour. Mais cette déclaration cachait-elle une véritable conviction ou la peur de revivre les drames qui avaient marqué toute sa vie? Car aimer, pour Élisabeth, semblait toujours rimer avec perte. Pourtant, réduire Élisabeth Ier à cette image austère d'une souveraine mariée uniquement à son royaume serait trompeur. Car sa vie intime était bien plus nuancée et infiniment plus complexe que la légende ne le laisse croire. Avant que le temps, la maladie et les artifices cosmétiques ne figent son visage en masque de porcelaine, Élisabeth avait été une jeune femme éclatante. Dans sa jeunesse, elle possédait un charme naturel qui frappait tous ceux qui la croisaient. Un visage harmonieux, une silhouette élancée, une allure élégante et surtout un sens aigu de la mise en scène. Elle savait parfaitement comment se vêtir, comment se présenter, comment jouer avec les étoffes, les bijoux et le maquillage pour magnifier sa présence. Lors des bals et des réceptions, tous les regards convergeaient vers elle. Elle n'entrait pas dans une pièce, elle l'illuminait. Son assurance, son intelligence vive et son esprit affûté rendaient son attrait encore plus irrésistible. Très vite, les prétendants se multiplièrent, et pas n'importe lesquels. Parmi eux figuraient des monarques puissants, capables de redessiner la carte politique de l'Europe. Des hommes comme Philippe II d'Espagne, souverain d'un immense empire, ou encore Éric XIV de Suède, qui voyait en elle une alliance stratégique autant qu'un objet de fascination. Loin d'être indifférente, Élisabeth jouait habilement de cette attention. Elle séduisait, elle repoussait, elle entretenait le mystère. Chaque sourire, chaque promesse vague devenait un outil diplomatique. Son cœur, comme sa couronne, faisait partie du jeu politique. Contrairement à l'image d'une femme isolée de tout attachement, de nombreux hommes traversèrent en réalité sa vie. Certains ne furent que des admirateurs de passage, d'autres laissèrent des traces bien plus profondes. Le premier nom qui s'impose est celui de Robert Dudley, un visage familier. Un ami d'enfance, quelqu'un qu'elle connaissait depuis toujours. Dès les premiers mois de son accession au trône, les murmures commencèrent à circuler dans les couloirs du palais. On parlait d'une proximité inhabituelle entre la reine et Dudley, d'un lien qui dépassait la simple amitié. Le problème, c'est qu'il était déjà marié. Mais cela ne semblait freiner ni leur complicité, ni les rumeurs. Cette relation était si visible, si assumée, qu'elle alimentait toutes les conversations. Élisabeth lui accordait des privilèges exceptionnels. Elle le combla d'honneur. Elle lui conféra un titre prestigieux, et surtout, elle lui permettait un accès quasi illimité à ses appartements privés. Un privilège impensable pour n'importe quel autre courtisan. À la cour, beaucoup considéraient Dudley comme l'homme le plus proche du cœur de la reine. Peut-être trop proche. Puis survint un événement qui fit basculer cette idylle dans un scandale. En 1560, Amy Robsay, l'épouse de Dudley, mourut brutalement. Officiellement, il s'agissait d'une chute mortelle dans un escalier, un accident tragique. Mais à la cour des Tudors, les coïncidences n'existaient pas. Très vite, les langues se délièrent. Certains évoquèrent un simple malheur. D'autres murmurèrent quelque chose de bien plus sombre. Et si cette mort n'était pas naturelle? Et si elle avait arrangé les affaires de quelqu'un? Les soupçons se tournèrent inévitablement vers Dudley.
puis, par extension, vers la reine elle-même. Les rumeurs devinrent sordides. On chuchotait qu'ils auraient pu être impliqués, que cet obstacle devait disparaître, qu'un mariage royal se préparait dans l'ombre. Aucune preuve ne confirma jamais ces accusations. Mais le mal était fait. L'opinion publique se méfiait. Un mariage avec Dudley devenait politiquement impossible. Le scandale aurait été dévastateur. Encore une fois, l'amour se transformait en piège. Et Élisabeth comprit peut-être ce jour-là qu'épouser un homme, quel qu'il soit, signifiait risquer sa couronne. Ainsi, derrière l'image glaciale de la reine vierge, se cachait une femme qui avait aimé, mais dont chaque attachement semblait voué à la tragédie. Comme si le destin lui refusait toute forme de bonheur intime. Comme si, pour régner, elle devait rester seule. Toujours seule. Malgré le scandale et les rumeurs qui avaient entaché leur réputation, Élisabeth I ne rompit jamais véritablement avec Robert Dudley. Au contraire, les années passèrent et leur proximité demeura intacte. Il restait à ses côtés lors des cérémonies, des voyages, des décisions importantes. Toujours présent, toujours privilégié. Comme une constante dans la vie instable de la reine. Et pourtant, malgré cette intimité évidente, un sujet ne fut jamais abordé publiquement. Le mariage. Élisabeth ne prononça jamais ces mots. Jamais elle ne laissa entendre qu'elle deviendrait l'épouse de Dudley. C'était comme si une barrière invisible existait entre eux. Un sentiment profond, peut-être sincère, mais condamné à rester sans avenir. Plus tard, même lorsque d'autres prétendants entrèrent dans sa vie, beaucoup murmurèrent que Dudley était resté son premier amour, et peut-être le seul véritable, celui qu'elle n'avait jamais cessé de porter dans son cœur. Lorsque Dudley se remaria en 1578, un chapitre sembla se refermer. Pour la première fois, Élisabeth parut prête à envisager une autre possibilité, à laisser quelqu'un d'autre s'approcher. L'année suivante, un nouveau prétendant fit l'entrée à la cour. Un homme bien différent. Son nom, François d'Anjou, duc d'Anjou, frère du roi Henri III de France. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de sentiments, mais de diplomatie. Une alliance entre l'Angleterre et la France pouvait bouleverser l'équilibre des puissances en Europe. Anjou fut donc présenté officiellement comme candidat au mariage royal. Cependant, dès leur première apparition côte à côte, le contraste frappa les esprits. Lui était très jeune, à peine 20 ans. Elle avait déjà dépassé la maturité. Lui était de petite taille, le visage marqué par des cicatrices probablement laissées par la variole. Des courtisans se moquaient discrètement. D'autres colportaient des rumeurs peu flatteuses sur ses manières et ses goûts. Aux yeux de beaucoup, le couple semblait mal assorti, presque improbable. Et pourtant, contre toute attente, Élisabeth sembla s'attacher à lui. Un attachement sincère, presque tendre. Elle lui donnait des surnoms affectueux, plaisantait en sa présence et alla même jusqu'à baptiser son petit animal de compagnie, une grenouille, en son honneur. Un geste léger, presque enfantin, qui révélait une facette plus intime de la reine. Comme si, pour une fois, elle se permettait simplement d'être une femme, pas un symbole politique. Mais ce projet de mariage provoqua une tempête. Le peuple anglais y était farouchement opposé. Épouser un prince français, catholique de surcroît, inquiétait profondément la nation protestante. La méfiance grandissait, les critiques se multipliaient, la pression devenait insoutenable. Anjou finit par quitter l'Angleterre. Pour beaucoup, l'histoire s'arrêtait là. Mais quelques années plus tard, en octobre 1581, il revint. Et cette fois, contre toute attente, Élisabeth prit tout le monde de court. Elle annonça publiquement son intention de l'épouser. Un véritable choc pour la cour. Devant témoins, ils échangèrent même des anneaux. Des gestes d'affection furent montrés ouvertement, comme une promesse officielle. Comme si, enfin, la reine vierge allait renoncer à son mythe. Pendant quelques heures, l'Angleterre crut assister à un tournant historique. Mais au matin, tout s'effondra.
C'est Élisabeth elle-même qui mit fin aux fiançailles, sans explication claire, comme si, au dernier instant, quelque chose l'avait retenue. La peur de perdre son indépendance, le poids du devoir, ou la certitude qu'aucun homme ne pourrait jamais partager son trône sans menacer son autorité? Nul ne le sut vraiment. Après cet épisode, l'espoir s'éteignit peu à peu à la cour. Les conseillers comprirent qu'elle ne se marierait probablement jamais. Et sans mariage, pas d'héritier, pas d'enfant, pas de descendance directe pour prolonger la dynastie. Élisabeth semblait avoir fait son choix, sacrifier l'amour pour le pouvoir, renoncer à une vie personnelle pour protéger son royaume. Comme si chaque tentative de bonheur lui rappelait que, pour une reine, aimer signifiait risquer de tout perdre. Et ainsi, le mythe de la reine vierge ne naquit peut-être pas d'un refus de l'amour, mais d'une succession de blessures, de scandales et de renoncements. Une solitude choisie, ou peut-être imposée par le destin. Malgré les échecs successifs de ses projets de mariage, la vie sentimentale d'Élisabeth Ier ne s'éteignit pas pour autant. Elle continuait à attirer des hommes, à séduire, à être courtisée. Mais aucun de ces liens ne franchit jamais la frontière du mariage. Aucun ne devint officiellement roi consort. Ces relations restaient dans l'ombre, des attachements discrets, parfois passionnés, parfois stratégiques, des amants que la reine récompensait par des faveurs, des titres, des privilèges, mais jamais par une alliance définitive. Comme si elle refusait délibérément d'offrir à quiconque une place trop grande dans sa vie. Comme si son cœur avait appris à ne plus appartenir entièrement à personne. Le dernier grand chapitre romantique de son existence fut sans doute le plus surprenant et le plus controversé. Il concerne Robert d'Evron, deuxième comte d'Essex. Un nom qui rappelait étrangement son passé, car Essex était lié par sa famille à Robert Dudley, l'homme qu'elle avait autrefois tant aimé. Comme si l'histoire se répétait. Mais cette fois, la différence était frappante. L'âge. Lorsque leur relation débuta, vers 1589, Essex ne l'est que 22 ans, à peine plus qu'un jeune homme. Élisabeth, elle, avait 56 ans, une reine vieillissante face à un courtisan dans la fleur de l'âge. Un contraste qui alimenta immédiatement les commérages. Pourtant, Essex possédait tout pour plaire. Il était séduisant, éloquent, vif d'esprit, audacieux. Et surtout, il semblait vouer à la reine une admiration totale. Une dévotion presque théâtrale. À ses côtés, Élisabeth paraissait rajeunir, comme si cette jeunesse lui redonnait une énergie oubliée. La nature exacte de leur lien reste aujourd'hui encore entourée de mystères. Était-ce un amour sincère, une simple fascination ou un jeu de pouvoir déguisé en romance? Les historiens hésitent, mais une chose est certaine, la jalousie d'Élisabeth trahissait des sentiments bien réels. Lorsqu'elle apprit qu'Essex avait épousé en secret Frances Walsingham, sa colère fut explosive. Elle se sentit trahie, humiliée, comme si ce mariage était une offense personnelle. Pour apaiser la tempête, Essex tenta de regagner sa faveur. Il lui écrivit des poèmes, des vers flatteurs, célébrant sa beauté, sa grandeur, son éclat éternel. Des mots soigneusement choisis pour toucher son orgueil et son cœur. Et contre toute attente, cela sembla fonctionner. À partir de ce moment, la relation prit une dimension plus dangereuse. Élisabeth ne se contenta plus de le garder près d'elle. Elle l'intégra aux affaires du royaume. Elle lui confia des responsabilités militaires, des missions importantes, des décisions politiques. Elle mélangeait désormais sentiments personnels et pouvoir d'État. Une combinaison explosive. Ses conseillers observaient cela avec inquiétude. Pour eux, c'était une erreur, un favoritisme risqué. Car un homme aimé par la reine devenait soudain trop puissant. Et le pouvoir, à la cour d'Angleterre, corrompait vite. Essex, grisé de cette proximité exceptionnelle, changea peu à peu. Au début, il était reconnaissant, humble, prudent. Mais à mesure que la reine multipliait les marques d'affection et les privilèges, son attitude évolua. Il prit confiance, trop confiance. Il se mit à agir comme si tout lui était permis. Comme si l'amour de la souveraine le rendait intouchable. Son comportement devint imprudent, présomptueux, presque insolent. Il profitait des caprices d'Élisabeth, tour à tour jalouse, passionnée, généreuse, pour obtenir davantage. Plus d'influence, plus de pouvoir, plus de liberté. Ce qui n'était autrefois qu'une faveur royale se transforma en arrogance.
Et cette arrogance allait bientôt lui coûter très cher. Avec le temps, la faveur exceptionnelle dont jouissait Robert d'Évreux, deuxième comte d'Essex, finit par lui monter à la tête. Ce qui n'était au départ qu'une proximité privilégiée avec Élisabeth Ier se transforma peu à peu en sentiment d'impunité. Il ne se comportait plus comme un serviteur loyal, mais comme un homme persuadé que tout lui était dû. Le point de rupture survint en 1597. Fraîchement nommé maître de l'artillerie, une fonction prestigieuse et stratégique, Essex adopta une attitude si hautaine, si insolente, que même la patience légendaire de la reine céda. Lors d'une altercation, il dépassait les limites. Élisabeth, furieuse, le gifla, devant témoins. Un geste d'une rare violence symbolique. Puis elle lui lança, glaciale, « Allez donc vous faire pendre ». Une humiliation publique. Pour n'importe quel courtisan, cela aurait signifié la disgrâce immédiate. Et pourtant, même après cet affront, elle ne parvenait pas à se détacher complètement de lui. Comme si, malgré tout, son charme continuait d'exercer une étrange emprise sur elle. Mais le véritable problème n'était pas seulement son arrogance, c'était son incompétence. Car si Essex brillait dans les salons, il se révélait bien moins impressionnant sur un champ de bataille. En 1598, on lui confia une mission cruciale. Partir en Irlande en tant que gouverneur militaire pour mater une rébellion qui menaçait l'autorité anglaise. À la tête d'une armée massive, près de 16 000 hommes, il disposait de tous les moyens pour triompher. Sur papier, la victoire semblait assurée. Mais la réalité fut tout autre. Face à des insurgés mal équipés, moins nombreux, Essex accumula les erreurs. Mauvaise stratégie, décisions hésitantes, défaites successives, une série d'échecs humiliants. Finalement, incapable de renverser la situation, il fut contraint de négocier. Le 6 septembre 1599, il signa une trêve avec Hugh O'Neill, comte de Tyrone. Un accord perçu à Londres comme une capitulation déguisée. Pour l'Angleterre, c'était une honte. Pour la reine, une trahison. Mais Essex ne s'arrêta pas là. Au lieu d'attendre les ordres ou de justifier calmement ses décisions, il choisit l'impulsivité. Un geste irréfléchi, un acte presque suicidaire. À l'aube du 28 septembre 1599, sans autorisation, il quitta l'Irlande et revint précipitamment en Angleterre. Et ce qu'il fit ensuite dépassa toutes les limites. Encore couvert de boue, vêtu de ses bottes d'équitation sales, il fit irruption au palais, sans prévenir, sans protocole. Il traversa les couloirs à grandes enjambées, bousculant domestiques et gardes stupéfaits. Puis, dans un geste insensé, il pénétra directement dans les appartements privés de la reine. La chambre la plus sacrée du royaume, un lieu où aucun homme n'entrait sans invitation, encore moins à l'improviste. Ce qu'il découvrit alors n'était pas la souveraine majestueuse qu'il connaissait. Il ne trouva ni couronne, ni bijoux, ni maquillage, aucune mise en scène. Juste une femme réveillée en sursaut, fatiguée, vulnérable, âgée de 66 ans, sans artifice, sans protection. Pour la première fois, quelqu'un voyait Élisabeth non pas comme une reine, mais comme un simple être humain. Fragile, mortel. C'était une intimité qu'aucun sujet n'aurait jamais dû contempler. Une transgression impardonnable. La réaction fut immédiate, glaciale. Elle le fit expulser, puis arrêter. Cette intrusion marquait la fin de la faveur, la fin de l'indulgence, la fin de leur histoire. L'homme qu'elle avait tant protégé venait de franchir la seule frontière qu'une reine ne pouvait tolérer. Et cette fois, il n'y aurait pas de pardon. Après son irruption scandaleuse dans les appartements de Élisabeth Ier, le sort de Robert d'Évreux, deuxième comte d'Essex, semblait scellé. Cette fois, il n'était plus question d'un simple caprice ou d'une querelle de cour. Il avait dépassé toutes les bornes. On le traduisit en justice pour répondre de ses échecs militaires en Irlande, mais aussi de son comportement insubordonné. Le verdict tomba. Il fut privé de toutes ses charges, dépouillé de ses titres, humilié publiquement. Pour un homme qui s'était vu presque intouchable, c'était une chute vertigineuse. Et pourtant, contre toute attente, la reine fit preuve d'une dernière clémence. Il ne fut pas exécuté. Pas encore. Elle lui laissa la vie sauve. Peut-être par souvenir de leur affection passée, peut-être parce qu'une partie d'elle hésitait encore à frapper le coup fatal. Mais cette miséricorde fut une erreur. Car Essex prit cette indulgence pour une faiblesse. Au lieu de se faire discret, au lieu de se montrer reconnaissant, il choisit la fuite en avant. En février 1601, il commit l'impensable.
Entouré d'un petit groupe de partisans téméraires, il élabora un plan insensé. S'emparer de points stratégiques de Londres, notamment la tour et plusieurs forteresses, afin de forcer la main de la reine. Son objectif, se faire nommer protecteur de l'Angleterre. Autrement dit, prendre le contrôle du pouvoir. C'était plus qu'une provocation, c'était une trahison pure et simple, une tentative de coup d'État. Mais l'opération tourne à court. Mal préparée, mal soutenue, elle s'effondra presque aussitôt. Les troupes restées fidèles à la couronne reprirent rapidement la situation en main. Essex fut arrêté. Cette fois, il n'y aurait plus de pardon. Le procès pour haute trahison fut expéditif. La sentence, inévitable. La mort. Le 24 février 1601, la condamnation fut prononcée. Et c'est alors qu'Élisabeth prononça des mots restés célèbres dans l'histoire. Elle déclarait, en substance, « Tout ce qu'il a fait contre moi, je pourrais lui pardonner, mais je ne pardonnerai jamais à quiconque de menacer l'Angleterre. » Cette phrase révélait tout. La femme aurait peut-être pardonné. La reine, jamais. Le devoir passait avant le cœur, toujours. Sans hésiter, elle signa le mandat d'exécution. D'un simple geste de plume, elle scellait le destin d'un homme qu'elle avait autrefois aimé. Le lendemain, Essex fut décapité devant le palais. La hache tomba, et avec elle s'éteignit le dernier grand amour de sa vie. Encore une fois, aimer avait conduit à la tragédie. En repensant à l'existence d'Élisabeth, une question demeure, une question que les historiens se posent encore. Pourquoi a-t-elle refusé obstinément de se marier ? Elle n'était ni indifférente aux hommes, ni incapable d'aimer. Au contraire, les prétendants furent nombreux, les passions réelles, les occasions multiples, et pourtant, elle choisit la solitude, comme si chaque relation lui rappelait les dangers du pouvoir partagé, comme si épouser quelqu'un signifiait perdre sa liberté ou sa couronne. Peut-être avait-elle compris très tôt qu'une reine ne pouvait appartenir à personne sans affaiblir son autorité. Alors elle préféra se sacrifier, rester seule, se consacrer entièrement à son royaume, jusqu'à son dernier souffle. Le véritable motif de ce choix reste un mystère, un secret qu'elle a emporté avec elle. Lorsqu'Élisabeth mourut en 1603, elle ne laissait aucun enfant, aucun héritier direct. Avec elle s'éteignait la lignée des maisons Tudor, cette dynastie qui avait régné plus d'1 siècle sur une Angleterre secouée par les réformes religieuses, les complots et les guerres. Une page entière de l'histoire se tournait. La couronne revint alors à Jacques VI d'Écosse, qui devint Jacques Ier d'Angleterre. Son accession au trône marqua un moment capital. Pour la première fois, l'Angleterre et l'Écosse se retrouvèrent unies sous une même couronne. Un nouvel âge commençait. Mais dans la mémoire collective, une silhouette demeurait. Celle d'une femme au visage de porcelaine, d'une souveraine inflexible, d'une reine qui sacrifiait l'amour, la santé et peut-être même sa vie pour protéger son royaume. La légendaire Reine Vierge. Le règne d'Élisabeth Ier, qui dura 45 ans, est souvent qualifié de siècle d'or. Durant cette période, l'Angleterre connut des accomplissements extraordinaires. La culture et les arts fleurirent comme jamais auparavant. C'était l'époque de William Shakespeare, de ses pièces intemporelles qui continuent de fasciner le monde entier. L'Angleterre renforça également sa puissance maritime et infligea une défaite décisive à la redoutable armada espagnole, affirmant sa domination sur les mers. Mais au-delà de ces victoires visibles, il existe une perspective plus profonde et moins souvent évoquée. Élisabeth Ier bâtit un règne exceptionnel, apportant à son pays la stabilité et la prospérité que Henri VIII avait lui-même tant désiré. Beaucoup pensent que cette réussite éclatante fut en réalité l'héritage de sa mère, Anne Boleyn. Henri VIII avait essayé d'effacer Anne de l'histoire, mais sa propre fille devint l'une des souveraines les plus célèbres et admirées que l'Angleterre ait jamais connues. Ainsi, derrière chaque triomphe d'Élisabeth se cache le sacrifice de sa mère. Mais revenons au jour de sa mort. Lorsque les conseillers de la reine fouillèrent ses affaires personnelles, ils tombèrent sur une lettre mystérieuse. Le contenu de ce simple morceau de papier leur glaça le sang. Qui avait-il écrit ? Était-ce la confession d'un secret intime qu'Élisabeth avait gardé toute sa vie ? Ou un ultime message concernant le destin de l'Angleterre elle-même ? Peut-être révélait-il la terrible vérité sur les cosmétiques toxiques qu'elle avait utilisés pendant des décennies et qui avaient progressivement détruit sa santé de l'intérieur ? Mais il existe une autre possibilité, et sans doute celle qui fit frissonner le plus ses conseillers. Cette lettre concernait peut-être la succession. Élisabeth avait toujours refusé de désigner publiquement son héritier. Alors, ce document pouvait-il contenir le nom de la personne destinée à s'asseoir sur le trône ? Ou receler un secret concernant la succession que personne n'était censé connaître ? Le mystère demeure. Quel secret cette lettre contenait-elle vraiment ?
Le règne d'Élisabeth Ier se termine donc sur une énigme digne de son temps. Un empire consolidé, un héritage immense et un dernier secret enfoui dans le silence. Qu'en pensez-vous? Quel était selon vous le contenu de cette lettre? Laissez vos théories dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires fascinantes et mystérieuses. À très bientôt pour de nouvelles révélations.